Chers élèves de seconde, je continue mon chapitre sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France en revenant sur la problématique comment l'État absolu s'affirme-t-il en France au XVIe et XVIIe siècle. Dans la première partie, on va voir comment le pouvoir royal se renforce avec l'affirmation de ce qu'on appelle un État moderne. Et dans cet État moderne, il y a d'abord une figure centrale qui est la figure du roi. Donc grand A, la figure du roi et la monarchie administrative s'imposent. Figure du roi, le premier d'entre eux qui s'impose dans notre période, c'est le roi François Ier, qui se nommait lui-même empereur en son royaume, et ça veut tout dire de son autorité. Durant son règne, s'il y a des guerres extérieures nombreuses, en revanche, à l'intérieur, la France connaît une longue période de paix. Alors que les prédécesseurs étaient souvent contestés, François Ier, lui, affirme son autorité. D'abord, il agrandit le domaine royal. On voit ici sur la carte que la Bretagne, et puis, dans le centre de la France, le Bourbonnais, la Marche, le Beaujolais, le Rouergue, l'Auvergne ou le Forêt font désormais partie du domaine royal, donc de la monarchie française, et c'est important pour agrandir le royaume. De plus, autre forme d'autorité, il parvient à signer un concordat. Je vous rappelle, le concordat, c'est un traité qui est passé avec le pape, et donc le concordat de Bologne en 1516 permet à François Ier de contrôler le clergé, c'est-à-dire concrètement que c'est lui qui va nommer les évêques de France. Autre élément d'affirmation de son pouvoir, c'est l'entretien d'une cour extrêmement fastueuse. Il est important pour le roi de contrôler ce qu'on appelle les grands du royaume, c'est-à-dire les membres de la haute noblesse, qui souvent sont aussi riches que le roi et donc parfois contestent l'autorité royale. À partir de François Ier, le roi devient plus riche que la haute noblesse et donc les seigneurs lui obéissent. François Ier met en scène cette cour, que ce soit par l'architecture ou par le faste, par les fêtes qu'il organise. Et ce sont pas moins de 18 000 personnes qui accompagnent cette cour, une cour qui est itinérante et qui va de château en château. Vous avez également sur la carte les principaux châteaux qui vont être des résidences favorites du roi François Ier, Saint-Germain-en-Laye, Blois, Fontainebleau, et bien sûr Chambord. Les châteaux sont importants. 7 châteaux sont construits ou remaniés en 15 ans sous le règne de François Ier. François Ier est véritablement un roi bâtisseur. Vous avez ici quelques exemples avec au centre l'escalier monumental du château de Blois, un escalier qui est magnifique, un escalier qui reprend à la fois les symboles de la monarchie de François Ier et également des signes de la Renaissance. N'oublions pas qu'on est en pleine période de la Renaissance et François Ier, comme les autres monarques, est soucieux de montrer sa puissance par son attrait pour la beauté, pour ce qui est beau, et il va faire venir les plus grands artistes pour décorer ses châteaux. Pour l'escalier de Blois, vous avez ici une vue intérieure de l'escalier, et puis je reviens sur les symboles de la monarchie, et notamment ici, cet animal qui représente François Ier, qui est la salamandre. Donc sur ces châteaux, chaque fois, vous allez voir cette salamandre qui montre la marque de François Ier sur l'édifice. J'ai donc parlé de Blois, également Fontainebleau, ici, avec son fameux escalier en fer à cheval, vous le voyez devant le bâtiment. L'édifice également de Saint-Germain-en-Laye, ici à droite. Et puis, évidemment, c'est la construction du château de Chambord à partir de 1519. Alors ces châteaux gardent encore un aspect un peu de château médiéval. On voit avec les tours, les enceintes, les douves, une certaine lourdeur, une certaine massivité dans ces châteaux, mais ils appartiennent aussi à la Renaissance par de nombreux aspects. Et pour le château de Fontainebleau, par exemple, qui est le lieu de résidence favori de François Ier, il va y faire venir Raphaël, Michel-Ange pour décorer le château. Le château a vraiment un objectif politique. Il s'agit de s'attacher la haute noblesse pour la domestiquer en quelque sorte, pour faire en sorte qu'elle ne s'attaque pas au roi et qu'elle ne désobéisse pas
au roi. La fonction résidentielle du château est aussi évidente. Le château permet de recevoir le souverain et toute sa cour, c'est pour ça qu'il doit être immense, et on participe également à de grandes chasses, et donc on fait venir du monde, on donne une image de modernité et de puissance par ces châteaux. Le roi va également profondément moderniser son administration. L'administration royale a été mise en place en France dès le Moyen Âge et au début de l'époque moderne, son fonctionnement reste à peu près le même qu'au Moyen Âge, sauf qu'on va avoir une multiplication du nombre d'officiers qui correspondrait à nos fonctionnaires actuels. On a donc une administration centrale, avec à sa tête bien évidemment le roi, mais le roi qui s'entoure d'un conseil des affaires. Alors toute cette évolution que je décris, toute cette architecture de l'administration, elle se met en place progressivement à partir de François Ier, mais aussi sur les règnes suivants. Dans ce conseil, à la tête de ce conseil des affaires, lorsque le roi est absent, vous avez un personnage clé qui est le chancelier. Le chancelier préside le conseil quand le roi est absent, mais il dirige aussi la justice. C'est lui qui scelle les actes, c'est-à-dire qui appose le sceau du roi, la signature, la marque du roi sur les ordonnances et les édits qui sont pris. Il y a également un personnage important qui est le contrôleur général des finances. Comme son nom l'indique, il s'occupe des finances, c'est-à-dire de la répartition et de la collecte de l'impôt. Colbert, sous le règne de Louis XIV, est contrôleur général des finances et a un rôle clé, on le verra, dans les finances royales. Vous avez également une administration à l'échelle provinciale. Et à l'échelle provinciale, le royaume a été divisé en 16 généralités. Chacune a à sa tête un intendant, lequel est chargé de collecter l'impôt, de rendre la justice et d'avoir les charges de police sur la généralité. Vous avez également deux personnages qui sont des personnages clés, qui sont des ministres principaux attachés au roi. Ce sera Richelieu sous Louis XIII entre 1624 et 1642 et Mazarin sous Louis XIV entre 1643 et 1661. Voilà l'architecture de l'administration modernisée, le nombre d'officiers, c'est-à-dire ceux qui vont être les petites mains de cette administration, ceux qui sont chargés de l'administration, de la justice, de la levée des différents impôts, la taille, la gabelle, il y en a de très nombreux de ces impôts. Leur nombre croît fortement, ils sont 6 000 sous François Ier et 45 000 sous Louis XIII. Donc, s'ils sont plus nombreux, ça veut dire aussi que la collecte de l'impôt est meilleure et donc la puissance du roi est plus importante. Un texte important qui montre la construction administrative de l'État, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Vous avez ici, si vous arrivez à décrypter son nom là, avec la date 1539, une ordonnance royale sur le fait de la justice. Vous avez là vraiment le document originel. Ordonnance de Villers-Cotterêts qui va traiter de montrer 4 aspects importants. Des aspects administratifs, judiciaires, linguistiques et qui va montrer l'autorité royale. En ce qui concerne le domaine administratif, on le voit ici aux articles 50, 51, 52 et 53, le fait marquant, c'est que on a la naissance d'un état civil pour le royaume. Il est demandé aux prêtres des différentes paroisses d'enregistrer tous les baptêmes. Cela renforce évidemment l'emprise de l'État sur le royaume parce que l'État est capable de compter, mesurer, recenser la population. Autre aspect, c'est l'aspect judiciaire. La justice est remaniée, on va notamment demander à ce que les procès aient lieu plus promptement, c'est-à-dire plus rapidement, de manière à ce que la justice soit rendue rapidement. Il y a également des domaines linguistiques, un domaine linguistique important, de manière à ce que chacun puisse bien comprendre les ordonnances. Elles seront rédigées non plus en latin, mais en français, et donc ça c'est
un élément important, on n'a plus de place, il n'y a plus de place aux dialectes, aux langues régionales, elles sont interdites dans les actes administratifs de manière à ce que le document soit compris par l'ensemble des personnes du royaume, il sera rédigé en français. En ce qui concerne l'autorité royale, elle est clairement affirmée, chaque édit est dit perpétuel et irrévocable, on ordonne et il ne doit y avoir aucune interprétation des décisions royales, elles sont imposées à chacun. Donc si je reprends tout ça, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 organise la justice en la réglementant davantage, elle crée la base d'un État civil, elle renforce donc l'emprise de l'État sur le royaume et elle instaure le français comme langue administrative du royaume face au latin et aux langues régionales. Donc, pour finir, je reviens sur le vocabulaire que vous devez maîtriser à l'issue de ce grand tas du Grand 1. Vous devez savoir ce qu'est un chancelier, le premier officier du roi, un contrôleur général des finances, une personne à la tête de l'administration et de l'économie du pays, ce qu'est une généralité, c'est une circonscription financière, une ordonnance est un texte de loi émanant du roi et destiné à tout le royaume, et enfin, un intendant est un commissaire royal affecté à une généralité à partir de 1680 et doté de compétences de police, de justice et de finances. À bientôt pour le prochain cours.